Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, Katsuka, la critique de Okami HD, un des 6, mais d'abord les news comme d'habitude. Sly Cooper est un raton laveur cambrioleur qui s'est déjà illustré au travers de 3 jeux de plateforme depuis 2002. Pour Sly Cooper Thieves in Time, le voleur à fourrure va logiquement voyager dans le temps pour commettre ses larcins à différentes époques. Toujours accompagné de ses acolytes Bentley et Murray le costaud, Sly pourra compter sur les capacités de différents costumes à utiliser en fonction des situations. Petit puzzle sur les conséquences temporelles à travers plusieurs époques, infiltration, plateforme, le mélange a l'air classique mais efficace et plaisant visuellement. De plus, le titre offrira du crossplay entre ces différentes versions. Si vous possédez la version PS Vita, vous pourrez continuer l'aventure dans votre salon sur PS3 et inversement. Ce 4e épisode du raton laveur de Sanzaru Games est prévu pour mars 2013. Parmi les titres qui se sont fait désirer ces derniers temps, il y avait Need for Speed Most Wanted. Le titre a été décliné sur toutes les versions et évidemment sur les consoles portables également, sans oublier les différents smartphones. Cette version mobile semble avoir poussé les petites machines dans leur retranchement, avec une trentaine de véhicules à customiser et de la compétition cross-platform. Les joueurs ont pu mettre la main sur le bolide de leur rêve depuis le 31 octobre et on revient en détail sur la version console de salon dans une critique dans les jours qui viennent dans 101%. Alors que la plateforme Trackmania est ouverte au développement des fans, le développeur Nadeo ne se repose pas sur ses lauriers et annonce 2 nouveautés pour Trackmania 2. La première, Valley, est un environnement de rallye. Il faut noter que le gameplay y sera différent, avec un accent mis sur la précision et la technique de conduite. Le drifting sera déconseillé. Stadium, quant à lui, est une réintroduction dans Trackmania 2 du célèbre environnement de Trackmania Nations Forever. Ces 2 modules incluent bien sûr les fonctions de classement compétitif de Mania Planet. On vous avait montré la version alpha du jeu dans Skill au début de l'été, Shoot Mania Storm a enfin une date de sortie. Le jeu de Nadeo sera officiellement disponible le 23 janvier 2013. Le développeur continue à peaufiner son FPS compétitif avec de nouvelles fonctionnalités. Dernièrement, c'est le wall jump qui a été rajouté. On attend donc janvier prochain pour que se déchaîne la compétition à la première personne. Bon, c'est pas une nouveauté, mais j'ai pas eu l'occasion de parler du dernier film de Hosoda Mamoru, Les Enfants Loups, Ame Yuki, ou en japonais Okami Kodomo no Ame to Yuki. J'ai adoré ce film, en particulier les décors qui sont absolument magnifiques, parfois même photoréalistes et hyper détaillés. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai reconnu plein d'endroits et de choses caractéristiques du Japon, les détails de la vie quotidienne, le combini, les distributeurs de boissons, les panneaux dans les rues, les sons qu'on peut entendre, même les portiques à la bibliothèque de la fac, l'intérieur des maisons, etc. On suit simplement la vie d'une famille japonaise, mais d'une façon hyper réaliste et ça m'a replongé 2 ans en arrière, c'était trop cool quoi. C'est l'heure de Katsuka. Salut à tous! Cette semaine Katsuka sera assez musicale puisque vous y verrez un clip, un film jazzy ainsi qu'une pub pour des enceintes. Mais avant ça, les news! Bonne nouvelle, le projet Kickert de Yuasa Masaaki et production IG dont je vous avais parlé début octobre a atteint son objectif sur Kickstarter. En attendant ce court-métrage du réalisateur de Mind Game, sachez qu'un autre projet suscite mon attention. Il s'agit de The Saga of Rex, un joli long-métrage en devenir dans un style 2D très classique et rétro. Le projet est porté sur Kickstarter par Michel Gagné, dont j'avais consacré un focus dans une précédente émission, et déjà auteur du comics de Rex, publié chez Image. Un artiste aux multiples facettes, souvent animateur FX, parfois dessinateur de BD donc, mais aussi responsable du jeu vidéo Insanely Twisted Shadow Planet. Si vous aimez son travail, n'hésitez donc pas à participer au financement de son film. Le talentueux studio 3D polonais Platige Image s'est associé au collectif Plastic pour créer un court-métrage en temps réel nommé Kadzilla. Il s'agit donc d'une démo que vous pourrez normalement faire tourner court novembre sur vos ordis et qui servira aussi à tester les capacités de vos machines. Le rendu graphique de ce benchmark semble assez impressionnant, comme en témoigne ce trailer.
Case Boynton a réalisé au studio américain Crazy Like Pictures un joli clip pour le titre The Ancestor du groupe anglais Darlingside. Une animation sensible dirigée par Abe Dickman avec l'illustratrice Pamela Goodman à la direction artistique. Le genre de clip où les images collent bien aux paroles avec un sujet assez touchant puisqu'ils évoquent la mort, la vie, voire peut-être aussi la réincarnation. Under stone or under sea, silent pictures keep the fishes company. There is little else for me now, but I will find my way out of the dark someday. Crimson yellow sun, science fictional. When the morning comes, we will walk for light years, watch the nebulas appear. There is little Durant la fin de ses études au sein de l'école canadienne Sheridan College, Dean Eason a réalisé sous Flash un court-métrage nommé Sax qui ne raconte rien d'autre que la volonté de faire quelque chose autour du jazz. Il en résulte un petit film simplement beau et dynamique, dans lequel on ressent toute l'énergie et l'amour du réalisateur pour cette musique. Et ce joli travail d'école a sans doute également plu à Pixar, puisque Dean était en stage cet été chez eux.
CRCR est un collectif de jeunes hommes talentueux, issus des Gobelins, dont je vous avais déjà montré des films comme Jésus 2000, Todor et Pétru et Briser la loi du silence. J'aime beaucoup leur travail, alors voici leur dernier petit boulot en date, avec cette publicité bien stylée pour une marque d'enceinte sans fil. Pour terminer, j'avais envie de vous montrer cette petite bande-annonce pour le dernier festival du film d'animation de Londres. C'est plutôt mignon et ça parlera peut-être aux habitués des festivals de court-métrage, ces gens un peu bizarres. Walibalou, à dans 15 jours. On reste dans l'univers des loups avec la critique de Okami HD qui revient en téléchargement sur PS3 dans une version 1080p compatible PS Move. Je sais pas si vous le saviez, quoique bon, vous devez vous en douter quand même. Okami, ça signifie loup en japonais, mais ça s'écrit avec un seul kanji. Alors que moi, au début, je pensais que ça s'écrivait avec deux kanji, O plus Kami. Avec O le kanji de O qui est grand et Kami le kanji de Dieu. Je trouvais ça plausible et poétique d'appeler les loups les grands dieux. Eh ben, j'avais pas tort, puisque c'est effectivement dérivé de cette expression. Avant, dans certaines régions du Japon, on voit un culte au loup et on écrivait bien O-Kami avec les deux kanji, donc O, grand, plus Dieu, Kami. D'autre part, en Ainu, le loup pouvait être appelé le dieu à grande bouche, le dieu chasseur ou encore le dieu qui fait ouh. Et voilà pour l'étymologie de Okami. Regardons maintenant la critique. La conversion HD est une mode à deux visages. Le premier, pragmatique, consiste pour l'éditeur à vendre une nouvelle fois un titre de son back catalogue dans une démarche purement commerciale. Le second, idéal, permet à une nouvelle génération de découvrir un jeu important ou aux nostalgiques de revivre une expérience appréciée dans de meilleures conditions. Au final, ces deux visages sont les deux faces d'une même pièce, tout dépend de la manière dont on la regarde. Une question de point de vue donc. Pourtant, lorsqu'on lance Okami HD, un point de vue s'impose rapidement de lui-même. Cette version haute définition, malheureusement exclusive à la PlayStation 3, est un cadeau du ciel. À sa sortie en 2006 sur PlayStation 2, le jeu de Clover Studio a mis la critique à genoux. Figurant gaillardement dans le top 10 des meilleurs jeux de l'année, aux côtés d'Oblivion, Gears of War, Final Fantasy XII et Twilight Princess, Okami n'a pourtant pas rencontré le même succès que ses camarades de promo. Loin de là. Tous ont allègrement passé la barre des 5 millions d'exemplaires vendus à l'international, tandis que le titre Capcom, lui, peinait à franchir le cap du demi-million. Une injustice flagrante qui fut en partie réparée par la sortie d'une version Wii en 2008, mettant à profit la Wiimote pour la gestion du pinceau céleste. En revanche, il ne fallait pas s'attendre à une refonte graphique majeure, la Wii ne supportant pas la HD. C'est donc avec une certaine curiosité, empreinte d'un soupçon de crainte, que l'on a lancé pour la première fois Okami HD sur PS3. Et là, miracle, le formidable travail de Clover Studio s'épanouit en 1080p comme jamais on n'aurait osé l'espérer. L'emploi du cel shading, choisi à l'époque pour pallier, entre autres, aux contraintes techniques de la PS2, fait montre ici d'une pertinence tout bonnement stupéfiante.
Là où de nombreuses conversions HD font cligner des yeux, en affichant leurs vieilles textures et leurs personnages à tête carrée, Okami HD brille de mille feux. Les décors composés d'éléments 2D, dessinés à grandes coups de pinceau plus suggestifs que photoréalistes, les montagnes symbolisées par quelques traits dessinés sur un ciel limpide, bref, l'esthétique ukiyo-e du jeu, renvoyant aux œuvres d'Okusai et Hiroshige, prend ici une toute nouvelle dimension. La palette de couleurs, déjà étoffée sur la version Wii, est encore plus chaude, plus riche. Le jeu gagne bien évidemment en netteté, avec un brouillard moins présent, même si certains éléments restent volontairement flous, comme Amaterasu par exemple, qui semble flotter à travers les décors, telle une créature entre deux mondes. Et puis que dire des superbes estampes qui ponctuent les moments clés de l'histoire ou illustrent le bestiaire des yokai croisés. Ces dernières rendent enfin justice au travail des graphistes de Clover Studio. Un regret néanmoins, si les environnements affichent une jolie profondeur, les éléments qui les composent popent à l'image, comme c'était déjà le cas sur PS2. Il arrive ainsi de passer à côté d'un coffre, tout simplement parce que ce dernier n'est pas visible à distance. La caméra peut également s'avérer capricieuse dans les espaces confinés, comme à l'époque, mais là aussi, rien de bien méchant. Les temps de chargement sont agréablement courts, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des conversions HD. L'animation du jeu est fluide, en 720 comme en 1080p, et maintient un framerate à 30 images par seconde. Les chutes notables, en deçà des 30 fps, sont extrêmement rares. Comme dans la version PS2, on peut couper court à certaines séquences cinématiques récurrentes, comme lorsqu'on nourrit les animaux croisés, et accélérer l'affichage de la plupart des dialogues, mais pas des principaux. Ces derniers sont toujours déclamés dans un langage yaourt, à la Zelda, et peuvent s'avérer agaçants, en particulier lors de la très longue introduction du jeu, qui dure tout de même 15 minutes. Pour en terminer avec l'aspect technique de cette conversion, on notera la possibilité de régler le filtre papier de riz, qui donne à l'image une certaine granularité. 3 options sont ainsi disponibles, léger, normal et fort. Le jeu lui-même s'avère toujours aussi prenant. Comme vous le savez sans doute, il reprend le game system d'un Zelda et un grand nombre de ses mécaniques de jeu. On peut ainsi creuser pour révéler des trésors, poser des bombes, casser des pots ou encore couper de l'herbe. Un pouvoir nouvellement acquis sera rapidement mis à profit dans des simili-donjons avec un boss à la clé. Comme Ocarina of Time, Okami gère le cycle jour-nuit et propose de larges étendues similaires à la plaine d'Hyrule, à partir desquelles il sera possible de se rendre dans les différentes régions de l'énorme monde proposé par le jeu. Mais Okami se distingue des Zelda sur différents points. L'idée du pinceau céleste déjà, qui permet d'un coup de stick droit ou d'un geste du PlayStation Move de tracer des symboles à l'écran pour déclencher divers pouvoirs. L'esthétique et le background du jeu, ancré dans la culture japonaise, mais aussi un aspect RPG plus poussé, ainsi qu'une histoire et des personnages moins enfantins. Okami transcende donc ses emprunts pour proposer un jeu à la narration syncopée et aux personnages singulièrement allumés, annonçant quelque part les excès d'un Bayonetta, également créé par le génial Kamiya Hideki. Souvent très drôle, le jeu sait se montrer touchant par moments, voire dramatique, et les dialogues font montre d'une surprenante décontraction. Il arrive ainsi que Issun, le minuscule personnage qui accompagne le dieu loup Amaterasu, brise le 4e mur en s'adressant à demi-mot directement au joueur. S'il remplit un rôle assez similaire à celui de la fée Nevi, Issun est en revanche nettement plus intéressant et forme un vrai duo comique avec Amaterasu. Okami se compose de 3 gros chapitres, tous aussi longs, voire plus longs que la majorité des jeux récents. Malgré un niveau de difficulté peu élevé, la durée de vie dépasse ainsi sans problème les 60 heures de jeu pour qui souhaite le finir à 100%. Car les techniques de combat à acquérir, les mini-quêtes à débloquer, les trèfles à fleurir, les passages secrets, les fragments solaires, sphères de bonheur, perles errantes et autres objets à collecter sont légion. Le système de combat s'avère aussi étonnamment profond, avec de multiples armes à upgrader, des monstres variés, des boss énormes, sans oublier les différentes techniques de pinceau céleste, permettant entre autres de réaliser des finish moves spéciaux. Pour conclure, on peut dire que le plaisir de rejouer Okami en version HD est comparable à celui ressenti en rejoignant Ocarina of Time sur 3DS. La claque graphique en plus. Les grands jeux, décidément, ne craignent pas le passage du temps. Et finalement, si on ne devait retenir que 2 défauts, c'est que cette sortie soit uniquement dématérialisée, alors qu'Okami HD sort en boîte au Japon, et qu'elle soit limitée à la PlayStation 3, privant ainsi les possesseurs d'une Xbox 360 d'une aventure inoubliable. On espère aussi que les anciens du studio Clover apprécieront le travail réalisé par le développeur japonais Exadrive, en charge de cette conversion et déjà responsable de l'excellent Res HD. Car finalement, cette version haute définition ne fait que confirmer et clamer haut et fort leur immense talent. Continuons dans le thème des loups, je pense que vous connaissez le principe du jeu de société Les Loups-Garous de Tierceleux, où chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou, et dont le but est de démasquer les loups-garous si on est villageois, soit de tuer tous les villageois si on est loup-garou. Dans le même principe, je vous conseille un jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, ça s'appelle The Resistance. Là, il n'est pas question de villageois et de loups-garous, mais de résistants et d'espions.
Le but, si on est résistant, c'est de mener à bien toutes ses missions. Et si on est espion, il faut faire échouer ses missions. On peut jouer de 5 à 10 joueurs, les parties sont assez rapides, et le point positif, je trouve, par rapport au loup-garou, c'est qu'on peut pas être éliminé dès le départ, et que tout le monde joue tout le temps, quoi. Donc voilà, ça s'appelle The Resistance. Maintenant, c'est l'heure de 1 des 6. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Depuis 1968, la convention Gen Con est le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de jeux de rôle, de wargames et de loisirs de l'imaginaire de manière générale. Originellement, la convention se déroulait à Lake Geneva, dans le Wisconsin, où vivait Gary Gygax, fondateur de la convention et co-créateur de Donjons et Dragons. D'où le nom Gen Con pour Geneva Convention, un jeu de mots avec la fameuse convention de Genève. Bah oui, rappelons que Gygax était avant tout passionné de wargames. Depuis 2003, la Gen Con a lieu à Indianapolis. L'édition 2012 était un peu spéciale puisqu'il s'agissait du 45e anniversaire de la convention. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir y consacrer ce numéro de 1 des 6. Nous avons le grand honneur de recevoir dans cette émission Kurt McClung, auteur de jeux vidéo et de jeux de rôle, qui ne rate aucune édition de la Gen Con et nous a ramené des images exclusives de l'événement. Moi je pense que la Gen Con représente pour les rôlistes américains et je dirais même tous les gamers, en fait, tous les gens qui jouent au jeu, c'était une validation de cette hobby, en fait. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte que dans les premiers livres de jeux de rôle, il y avait une église américaine protestante qui était très contre, en fait. Moi, j'ai des amis qui ont brûlé, leurs parents ont brûlé leur livre de jeux de rôle dans le jardin, en fait. Parce que c'était satanique ou parce que c'était vraiment quelque chose d'horrible. Je parle de le Midwest en général. Et Gen Con était dans le Midwest. C'était vraiment au milieu, le heart of the heart, le cœur du pays où ça avait lieu. Et quand tu allais là-bas, tu avais des adultes, des professeurs, des gens de tous les âges déjà, qui étaient fans de ce nouveau type de jeu. Et ce qui était important, c'est que nous, on savait que le jeu de rôle était quelque chose de révolutionnaire. En fait. C'était la première fois que tu jouais un jeu où il n'y avait pas de gagnants et perdants. On était tous gagnants, c'était vraiment un nouveau truc qui nous faisait sentir tous gagnants. Et pourquoi les communautés voulaient absolument arrêter ça? Parce que c'était nouveau, je ne sais pas, c'était pas américain ou c'était pas compétitif comme on nous enseignait d'être quand on était petit. Mais je crois que ma génération et celui qui a juste précédé les miens, justement des universitaires comme moi j'étais en collège, ils sont battus pour que ça existe, et le Gen Con était leur mecca, en fait, c'était leur mec, en fait, c'était là où ils réunissaient, et ensemble, à 1000, après 2000, après 10 000, et maintenant 50 000, et plus, les gens se réunissaient, et ils disaient, oui, c'est bien ce qu'on fait là, c'est bien, c'est quelque chose de bien pour nous, et c'est bien pour le Midwest, c'est bien pour l'Amérique, c'est bien pour le monde, de se mettre autour d'une table, et de jouer un jeu ensemble, où on se sent bien, et gagnant tous. Et ce que j'avais remarqué les premières quelques années à Indianapolis, c'était étrange dans le sens où on avait une ville qui était plus ou moins conçue pour une course automobile, qui est l'Indianapolis 500, la grande course, le plus grand événement sportif du monde. Il y a 750 000 personnes qui viennent à Indianapolis pour une seule course. Donc c'était une ville qui avait plein d'hôtels, vides la plupart de l'année, qui avait un centre de convention qui venait de se construire, en fait, pour justement profiter de cette masse d'hôtellerie, en fait. Donc du coup, le mariage entre cet Indianapolis qui est au cœur du Midwest, vraiment géographiquement, et cette industrie qui tout d'un coup était reconnue comme quelque chose de sain, je pense que ça, c'est la grande différence. Le parti de Gen Con qui m'avait déplu il y a 4-5 ans, c'est on voyait que ça devenait vraiment commercial. Je pense que Peter Atkinson et compagnie, ils ont vraiment bien fait de l'acheter parce qu'ils ont réussi de la faire passer encore en nouvelle cap. Mais à un moment donné, on se disait, on est devenu vraiment populaire parce qu'on est là et on vient à plusieurs dizaines de milliers de personnes pour qu'on prenne notre argent. En fait, ça m'avait vraiment choqué un peu. Et en plus, ces dernières 5 ans où ça commence à s'améliorer, c'est qu'on a maintenant les parents qui ont des enfants, qui ont l'âge de jouer à Magic ou au Donjons et Dragons ou n'importe quel jeu de rôle, qui veut venir. Mais comme c'est $90
pour aller pendant les 4 jours, on ne peut pas les faire venir une journée. Parce que je crois que le prix de la journée était $50 en fait. Donc c'est devenu, on vient avec notre famille, c'était vraiment pas friendly pour les familles. Depuis 2 ans, ils ont changé ça. Et même cette année-là, j'ai vu qu'ils ont créé un dimanche où on peut venir avec la famille. Ils encouragent que la famille vienne. Et ça, c'est la plus grande évolution que j'ai vue cette année. Le jeu de rôle en général, j'avais remarqué un changement dangereux dans les années 90 où il y avait une tendance on ne savait pas où se mettre en fait. Il y avait les impressions qu'on pouvait acheter sur le web, il y avait un changement des éditeurs, les propriétés intellectuelles étaient parties à gauche et à droite, après c'était récupéré, après on ne savait pas trop où c'était. Donjons & Dragons avait enchaîné les règles, les nouveaux systèmes de règles, qui n'avaient pas du tout stabilisé. On avait l'impression que le jeu de rôle allait devenir un support pour le jeu vidéo, qui était absurde parce que c'était étrange, comme si les règles étaient plus importantes parce que ça allait nous permettre de simuler des jeux vidéo. Maintenant, ce que j'ai remarqué cette année, et c'était enfin, je me suis dit enfin, et surtout Donjons & Dragons, ils ont décidé qu'ils ne sont plus un fabricant de règles, ils sont un fabricant de contenu ou d'univers. Donc on avait une grosse statue de Dries Do'Urden qui est là, ils font revivre tout le côté Royaumes oubliés, tous les côtés, même leur online, D&D Online va revenir vers des trucs beaucoup plus classiques, disons classiques, médiéval fantastique. Des personnages étaient présents, ils ont une campagne sur la Darkness qu'ils vont lancer, mais surtout ils nous ont expliqué vraiment, et j'adore ça, qu'ils voudraient revenir à un système de rendez-vous régulier. Donc par exemple, une fois par mois, on va y aller jouer au jeu de rôle dans notre club, entre les amis, et où ils vont faire en sorte qu'il y ait un nouveau supplément pour ce jour-là, pour que tous ensemble, aux mêmes dates, le jeudi, ou un peu comme ils font avec les cartes magiques pour le lundi soir, ou ils ont le fameux rendez-vous de lundi au vendredi, ils vont faire un rendez-vous mensuel pour les fans de Donjons & Dragons, où ils vont, eux, de leur côté, envoyer un nouveau supplément acheté, et tout le monde peut jouer au même moment. Avant, je pense qu'ils voyaient ça comme un risque, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient faire du contenu, que ce soit Donjons & Dragons / Hasbro, ou que ce soit les autres, que de Shadowrun ou d'autres jeux que j'adore. Maintenant, ils ont compris qu'on est des entreprises d'entertainment, nos règles c'est un peu notre capital, mais les règles sont beaucoup moins importantes que ce qu'on est capable de créer et les expériences qu'on est capable de donner aux gens. Et ça, j'ai senti de manière globale. Il n'y a plus cette course pour dire nous avons le meilleur système de règles, nous avons... parce que les règles de toute façon sont open source presque maintenant. C'est des groupes de gens qui les réécrivent et si vous êtes un bon éditeur de jeux de rôle, vous prenez toutes les notes de tous vos fans et vous faites une mise à jour tous les 3-4 ans et tout le monde est content. C'est plus la peine d'embaucher des très très grands créateurs de règles pour faire le meilleur système de règles. Vous ne pouvez pas faire mieux que les communautés, en fait. Vous pouvez embaucher 10 personnes, vous ne pouvez pas. Par contre, au niveau de contenu, ils peuvent encore embaucher Salvatore, ce qu'ils ont fait. C'est pour D&D, ils peuvent prendre des auteurs de tout azimut et des dessinateurs de comics et d'autres et faire des super des super éditions de contenu pour leur univers. Et ça va obliger en plus, je pense, les univers d'être construits de manière qui sont mieux adaptées pour raconter des belles histoires. Tout le monde est gagnant dans cette type d'évolution. Alors pour la 45e année, ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils ont fait des promesses intéressantes par rapport à la longévité de l'événement. Déjà, ils ont re-signé pour, je crois que 5 ans, au moins 3 ans, peut-être 5 ans, en Indianapolis. Donc il y avait ce sentiment que jusqu'au 50e Gen Con, pendant toute cette crise mondiale et tout ça, le Gen Con était quelque chose de solide et stable. En fait, les geeks avaient leur lieu, leur endroit d'y aller, et ça n'allait pas changer. Tout le reste peut changer, hein. On pourrait perdre les banques, on pourrait changer de président, on ne sait pas, mais Gen Con allait être là à Indianapolis, chaque année, à peu près au même moment. Et pour moi, cette validité, cette validation était vraiment des choses qu'ils ont communiqué dessus, en fait, ils ont beaucoup parlé de ça. Et on avait ce sentiment de « waouh, ça c'est devenu en quelque sorte un nouveau événement américain
comme partie de l'américain, la pop culture américaine, mais c'est devenu quelque chose de solide sur lequel on pouvait compter. Ça m'avait fait sentir un peu fier d'être geek, fier d'être fan de jeux de rôle, fier d'être un fan de Gen Con. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation de la plus grande convention de jeux de rôle au monde. Encore un grand merci à Kurt et sa famille qui ont été en quelque sorte nos envoyés spéciaux à la Gen Con et nous ont offert ces belles images. Un grand merci également au dernier bar avant la fin du monde qui héberge cette nouvelle formule d'Indécis depuis la rentrée et dont nous mettons à contribution les superbes décors. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien! Bon, bah c'était une émission très canine, ma foi. Sur ce, bon allez, j'ose. Je vous laisse les petits loups. Salut!